Bonjour, bonjour à tous. Alors nous avons la chance d'ouvrir Digital Change avec le premier atelier qui verra l'intervention donc de Martine Larroise chez Isor Bâtiment. Je vais commencer par me présenter. Donc moi je suis Géraldine Loat, en charge des sujets de transformation chez GRDF Ouest plus particulièrement. Alors quand on dit sujet de transformation, c'est notamment la transformation digitale, et donc c'est à ce titre que je suis ici aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore GRDF, c'est le principal distributeur de gaz naturel en France. Donc c'est 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 11 millions de clients qui sont desservis et un peu plus de 11 500 collaborateurs dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, nous recevons Martine Larroise. Martine Larroise qui est dirigeante d'Isor Bâtiment. Entreprise qui fait partie du groupe Isor. Alors Isor, c'est 200 personnes aujourd'hui environ, avec 30 millions de chiffre d'affaires, et c'est une entreprise qui est spécialisée dans les travaux d'isolation. Je vous laisse nous en dire un peu plus. Oui, bonjour à tous. Juste quelques mots sur le groupe Isor, effectivement spécialisé dans les travaux de rénovation énergétique de l'enveloppe du bâtiment. Le groupe est composé de deux entreprises, Isor Bâtiment et Isor Finition. Isor Bâtiment est l'entreprise la plus importante avec 23 millions de chiffre d'affaires. Et c'est de cette entreprise dont nous parlerons là, puisqu'elle est pionnière dans la transformation digitale. Alors nous sommes accompagnés de Pierre-Yves Legrand de chez Nova Build. Donc Pierre-Yves accompagne les entreprises depuis plus de 25 ans, des entreprises qui sont en mutation sur leur territoire, dans leur profession. Il a exercé son expertise dans plusieurs filières, la filière bois, la filière du tourisme et du marketing. Et aujourd'hui, il est directeur de Nova Build depuis 2011. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Nova Build ? Alors, Nova Build est une association d'entreprises du bâtiment et des travaux publics. On a 350 adhérents. Et le bâtiment et les travaux publics connaissent en ce moment une mutation extrêmement profonde qui a été apparente à partir du Grenelle de l'environnement en 2008, prise de conscience que nous pesions 40% des consommations énergétiques, 30% des gaz à effet de serre. Donc ça a été un premier mouvement enclenché. Et puis, on en parlera certainement tout à l'heure, derrière la transition énergétique, il y a la transition environnementale, plus largement, la question du carbone, et puis la transition digitale. Et nous faisons à peu près toutes les transitions en même temps. Et le bâtiment, ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, il y a trois focus avec 3 retours d'expérience sur le bâtiment, c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans notre secteur et Nova Build est là pour accompagner les entreprises dans ces transformations. Merci Pierre-Yves. Juste avant de démarrer l'atelier en tant que tel, je vous propose de vous connecter sur le site evals.fr. Donc tout au long de la journée, vous allez pouvoir être en interaction avec les intervenants et poser vos questions. Donc, vous vous connectez sur votre navigateur et sur le premier écran, on va vous demander de rentrer un mot de passe et ce code, ce sera DC17. Et ça vous permet ensuite de poser des questions qui seront reprises en fin d'atelier et auxquelles nous répondrons. Ces questions, bien sûr, sont anonymes. Alors la transformation numérique, Martine, chez Isor Bâtiment, est-ce que ça a été un déclic ? Est-ce que vous l'avez vu venir, cette transformation numérique ? Alors, pour répondre à votre question, je vais vous raconter une histoire, et cette histoire, c'est un petit peu la mienne. Donc, avant d'être dans le bâtiment, j'ai eu la chance de travailler dans la presse, et ça pendant 17 ans. Donc, au sein du groupe Ouest France, qui doit d'ailleurs intervenir, je crois, plus tard. Et dans la presse, dans les années 90-2000, on a assisté à 2 transformations très importantes. Une transformation digitale qui a eu trait au process, c'est-à-dire le digital pour accroître la productivité, puis ensuite une transformation disruptive sur les prestations offertes aux clients. Quand on vient de la presse et qu'on arrive dans le domaine du bâtiment, il y a eu comme un choc. Effectivement, dans l'entreprise que j'ai reprise avec mon mari en 2004, nous étions très, très, très éloignés du numérique. Il n'y avait pas d'accès à Internet, il n'y avait pas de serveur, donc nous étions dans une entreprise extrêmement performante, mais très éloignée du numérique.
2004. En 2004, on a commencé à travailler de manière collaborative, mais avec les outils qui existaient à l'époque. Et on a, dans cette entreprise, on a muté très, très vite vers la transition énergétique et la transition environnementale, et on a fait de ce point-là notre ADN. Je vais faire bref, mais je pense que c'est important qu'on ait ce déroulé. En 2012, 2013, commence à pointer par la veille que je faisais régulièrement. Quand on vient de la presse, on a quelques réflexes. Veille en français, veille en anglais, veille en allemand. Et là, je commence à voir le mot BIM qui apparaît un peu sur mon radar et on commence à s'y intéresser. La veille, chez Isor, c'est quelque chose qui est partagé, effectivement, qui était impulsé par moi, du fait de mon pédigré, mais c'est impulsé à tous les niveaux de l'encadrement. Et nous nous lançons, en fait, dans la maquette numérique. J'expliquerai plus tard ce que c'est dans le détail. On va y revenir juste après. Voilà, on y revient après. Dans les années 2013-2014, sans encore avoir conscientisé qu'on était dans notre transformation, hein, à ce moment-là. Là arrive un événement important, c'est le diagnostic de performance numérique que nous faisons à l'aide d'une subvention de la CCI, me semble-t-il. Et je dois dire que ça nous a été très utile, parce qu'alors que nous pensions que nous étions vraiment plutôt bons, patatras, le diagnostic nous a montré qu'on était en dessous de la moyenne. Et je dois dire que ça nous a fait un électrochoc. Électrochoc très salutaire, puisque en début 2016, on a refondé complètement notre démarche et mis en œuvre un projet d'entreprise qui se fonde sur 2 piliers, transition énergétique et transformation numérique. Donc un long process qui a été aidé par des intervenants extérieurs que je remercie encore, même si sur le moment, ça a été un petit peu dur à avaler. Concrètement, quelles sont les innovations que vous avez intégrées à vos métiers, à vos process, lors de cette transformation que vous avez initiée ? Alors, le point le plus important, qui est le cœur du réacteur de notre transformation, c'est ce qu'en français on appelle la maquette numérique, et moi ce que je préfère appeler le BIM. Je pense que notre expert pense également, puisque dans le mot BIM, Building Information Modeling, on a plus de caractéristiques que dans notre maquette numérique statique. On parle d'information et surtout d'un process modeling. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de transformer nos plans statiques en un modèle qui compte d'ouvrages avant la construction, qui comporte des informations et qui, visuellement, est en 3D. Le 3D étant la partie la plus visible et la plus compréhensible. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, c'est un modèle qui contient des informations sur le bâti et qui doit s'enrichir au fur et à mesure de la vie de l'ouvrage, de la conception jusqu'à l'exploitation. Donc c'est véritablement quelque chose de très ambitieux et je suis sûre que M. Legrand va nous en parler beaucoup mieux que moi. Donc on s'est lancé dans cette démarche-là dès 2014 en disant c'est l'avenir. Il y avait aussi, on pointait du côté de l'Europe, il y a une directive européenne qui voulait en faire une norme. La France a choisi de ne pas l'imposer, hein, alors que d'autres pays comme l'Italie ou le Royaume-Uni l'ont imposé. Donc nous étions dans cette mouvance. Aujourd'hui, le BIM est intégré à nos process de devisage, à nos process de bureau technique et sur les chantiers. Au niveau du devisage, 50% de nos devis se font à l'aide de la maquette numérique. Au niveau du BET d'exécution, ce qui est vraiment technique, là où nous avons 4 techniciens, 100% de nos chantiers sont préparés avec le BIM. Mais ce qui est vraiment le point le plus fort, je crois, c'est la maquette et le BIM sur les chantiers. Pourquoi ? Parce que là, on va vers l'exécution et vers la promesse qui est d'avoir une exécution plus productive. À ce jour,
il n'y a que 50% de nos chefs de chantier qui l'utilisent. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont plus de plan. Ça veut dire concrètement qu'ils ont les informations sur une tablette, mais ça c'est juste un support, avec des applications qui sont, il y en a deux, Fieldwire et A360, et ça leur permet d'avoir l'information en temps réel, c'est-à-dire d'être toujours à la dernière version. Et quand on sait que dans le bâtiment, il y a de multiples versionning, eh bien, on sait que c'est important. Et également d'avoir quelque chose de compréhensible. Sur nos chantiers, nous avons du personnel français, nous avons du personnel qui parle un peu moins et qui comprend un peu moins l'écrit français. Ça nous permet de communiquer également. Vous avez également mis en place les drones. Alors, effectivement, c'est le deuxième étage de la fusée. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, ça implique de connaître le bâtiment, de modéliser le bâtiment existant. Pour modéliser le bâtiment existant, nous avons travaillé avec une start-up lavalloise que je salue parce que ça nous a fait progresser, LCS2I. Je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, ça nous a fait fortement progresser. Cette start-up propose une modélisation des bâtiments existants à l'aide de drones et d'un principe de photogrammétrie. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans votre processus de digitalisation, c'est que les équipes ont également souhaité rapidement s'inscrire dans cette démarche avec la dématérialisation de tout ce qui était papier. Alors, une petite minute. Oui, non, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Martine Larois sur lesquelles il faut qu'on mette un petit focus pour voir à quel point c'est assez exceptionnel comme démarche, mais qui en même temps qu'on peut généraliser. D'abord, effectivement, le bâtiment connaît un processus de transformation digitale assez massif, avec les 3 niveaux qu'a indiqué. En fait, Martine en a parlé de 2, mais il y a un 3e niveau. Il y a le digital qui arrive dans le process, et à peu près toutes les entreprises sont concernées. Ça peut être du plus simple, c'est-à-dire la facture est mise à la fin de chantier par un artisan avec son téléphone portable, au plus complexe, on était en train d'en parler, la 3D qui démarre, et on va un peu approfondir là-dessus sur le BIM, et puis la question des data, qui est la 3e grande conquête numérique que nous devons entreprendre dans le bâtiment, parce que le bâtiment va être producteur de data. Ce qu'on a entendu, c'est que il faut quelque chose qui provoque. Et donc, nos organismes, qui d'une certaine façon sont là pour ça, mais on provoque gentiment ou parfois un peu plus méchamment, d'entendre Martine Larois, ça fait plaisir, parce qu'on se dit, ça sert à quelque chose. Donc, il faut qu'on sache à quel moment manier ce type d'électrochoc. Ensuite, sur le BIM, ce qui est exceptionnel dans ce qu'on a entendu là, c'est que c'est une entreprise de construction, alors que le BIM est encore assez récent, qu'en plus, Martine l'a dit, c'est chez nous, en France, plutôt le marché qui va le décider, puisque l'État a souhaité ne pas l'imposer, ce qui est, de notre point de vue, plus intéressant, parce que si c'est le marché, c'est la fonction qui va motiver. Et en général, c'est plutôt les concepteurs qui sont derrière, au départ. Et là, on a une entreprise de construction qui l'a choisi pour sa propre organisation. Il faut savoir que c'est quand même un mouvement mondial. Parfois, on peut entendre les gens du bâtiment, pourquoi nous, pourquoi maintenant? La 3D, c'est un mouvement mondial, et le BIM est un mouvement mondial. Et j'aime bien aussi le terme, et nous, dans BIM, on préfère parfois dire bouleversement interprofessionnel majeur. C'est quelque chose qui nous transforme complètement, parce que ce n'est pas simplement un outil qui arrive, mais c'est une transformation du mode de relation entre les gens, et nous, en fait, c'est notre principal outil d'intégration. Quand vous fabriquez des voitures, vous avez généralement celui qui fabrique la voiture qui est intégrateur de différents savoir-faire. Et les savoir-faire, soit ils sont internes, soit ils sont chez des fournisseurs qui sont très intégrés. Nous, cette intégration, elle se fait au moment du chantier. Et on voit bien qu'il y a par moments des imperfections qui arrivent sur le chantier. Le fait de composer en 3D, en amont, avec toute une chaîne qui y va, permet de faire de l'intégration sans être obligé d'aller jusqu'à avoir une usine commune. C'est ça qui est en fait assez exceptionnel dans le bâtiment et
que je voulais un petit peu souligner après le propos de Martine. Vous aviez raison de reprendre la parole. Donc sur la dématérialisation, effectivement, une dynamique qui vient d'en haut, mais aussi de vos collaborateurs, puisqu'ils ont souhaité rapidement s'inscrire dans cette dynamique digitale. Alors effectivement, juste un point, quand nous avons lancé le projet d'entreprise, nous avons fait un appel à 60, un appel collectif. Il y a eu 60 personnes qui ont répondu, qui ont dit nous on veut participer, on veut donner notre avis. Et effectivement, parmi les idées qui sont remontées du terrain, c'était ça. On n'en peut plus du papier. Et effectivement, le bâtiment, ce sont des briques, du parement, etc. Mais c'est aussi des tonnes de papier. Un marché, ça fait 10 kilos. Je ne sais pas s'il y a des maîtres d'ouvrage ici, mais c'est tellement compliqué qu'il faut mettre l'ordre des pièces, et l'ordre des pièces peut faire 2 pages. Voilà, on est envahi sous le papier dans le bâtiment. Donc la dématérialisation, c'est pour nous, comme pour d'autres entreprises, une source de productivité immédiate, dans la mesure où le temps de recherche du bon document est parce qu'on peut dire que maintenant on a les résultats, est divisé par 2 ou 3. Alors qu'est-ce qu'on a fait? La dématérialisation pour la productivité, notamment pour les factures, on ne saisit plus aucune facture. On utilise une application qui s'appelle Use et qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. C'est fantastique. Non seulement on ne saisit plus les factures, mais elles sont dans un workflow qui permet des validations maintenant absolument parfaites. On n'a plus de problème de bons de livraison. Les bons de livraison qui étaient sur les chantiers, qui avaient du mal à remonter, c'était une galère sans nom, un temps perdu, des temps masqués. Eh bien, nous avons trouvé une solution dématérialisée qui a fait, on l'a évalué, 100% d'adhésion. 100% d'adhésion. Nous avons mis en place, pour organiser tout ça, un digital workplace autour de SharePoint. Donc quelque chose d'assez simple. On a pris Office 365, SharePoint, on ne fait pas les choses compliquées, on n'en a pas les moyens. Et on a imaginé ce que le chef de chantier avait besoin pour travailler tranquillement sur son chantier. Eh bien, il a besoin d'outils bureautiques, mais aussi d'avoir des liens vers Use, vers ses factures, vers CBL, etc. Voilà, en quelques mots, le grand chantier de la dématérialisation. Ce qu'on voit, c'est que rapidement, vous avez pris conscience qu'il y avait tout intérêt à privilégier les collaborateurs dans cette démarche et cette dynamique. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour favoriser l'adhésion à ce programme de transformation ? Alors, pour favoriser l'adhésion, outre être à l'origine des idées au départ du projet d'entreprise, nous avons mis en place une multitude de moments ou d'événements. Alors, je m'explique. Des moments, c'est ce qu'on appelle les ateliers numériques. Les ateliers numériques, ce sont des rendez-vous non obligatoires qui sont mis en œuvre toutes les semaines pour que les collaborateurs puissent venir progresser. On les appelle même les cafés chouquettes. Pourquoi café chouquette? Parce qu'en Mayenne, on aime bien la convivialité. Et puis, ça dépassionne. Enfin, ça enlève l'anxiété. On vient là pour partager un moment, mais également pour progresser. Donc, café chouquette, chez nous, c'est le jeudi, hein, si vous voulez venir. Et d'ailleurs, nous pensons l'ouvrir à d'autres entreprises de notre zone d'activité. Ça, c'est un premier point. Et puis, nous avons mis en place un organe de gouvernance de notre transformation numérique. Parce que qui dit transformation numérique dit qu'il faut piloter les projets, les coûts, les transformations, les éventuels manques de compétences. Donc nous avons créé un CODIGIT, un comité, un COMEX, mais spécialisé dans la transformation digitale, où il y a des salariés qui sont invités, notamment un membre du CE. Je vais ajouter un petit complément. Il y a à la fois la stratégie de l'entreprise, et on voit bien que l'implication des dirigeants est fondamentale. Et en l'occurrence, là, il y a quelque chose qui se passe dans le duo Martine et Pierre Laroy. Et puis après, il y a l'écoute de l'extérieur. Et on l'a entendu à plusieurs reprises. L'écoute de l'environnement, on entendait à l'instant, peut-être que nos cafés chouquettes, on va inviter les entreprises du secteur, ça c'est très important, donc ça va être des entreprises hors bâtiment, et vous allez apprendre et échanger des choses avec elles, mais vous avez parlé de start-up tout à l'heure, et nous on croit beaucoup
à ce lien entreprise-start-up. J'ai en tête le lien entre Novam, Ingénierie et Moco, qui viennent s'enrichir l'un l'autre. Et ça, c'est aussi un modèle. L'écoute du client sur le numérique. Dans notre secteur, il y a des choses qui sont souhaitées par les bailleurs sociaux, les promoteurs. Ils le disent, ils l'expriment, ils ne l'expriment pas, mais il y a un niveau d'écoute, et surtout sur la fonctionnalité, et puis l'écoute des salariés. Parce que la plupart des exemples que l'on a de digitalisation dans les entreprises du bâtiment, en fait, partent de cette écoute du salarié. J'ai un problème. Par exemple, il y a des entreprises qui installent, qui développent, qui mettent le téléphone portable chez tous leurs collaborateurs parce qu'ils ont eu besoin d'échanger sur des difficultés sur le chantier, prise de photos et réponse instantanée, plutôt que de faire un aller-retour à l'entreprise pour vérifier un point technique précis. Voilà, ce niveau d'écoute explique une partie du développement de l'entreprise Isor Bâtiment aujourd'hui. Alors, jusqu'à présent, vous nous avez évoqué tout ce que vous avez mis en place. J'imagine que ça n'a pas été sans frein, notamment de la part des collaborateurs et puis de l'environnement également. Peut-être pouvez-vous nous en dire quelques mots? Alors, effectivement, il faut parler des freins parce qu'ils existent. Il y a plusieurs types de freins. Le principal, évidemment, c'est les compétences. Donc, il y a deux volets dans les compétences. Il y a la nécessité de hausser les compétences ou d'élargir les compétences des personnes. L'ensemble des salariés. Ouais, l'ensemble des salariés présents. Et ça, c'est un sujet à part entière, à tel point que nous en avons fait la 3e ambition de notre projet d'entreprise, la transformation numérique pour tous. Et c'est un sujet dont je pourrais parler plus tard, mais qui me tient particulièrement à cœur, puisque nous avons 200 salariés à prendre en compte. Mais pour ça, il faut attirer de nouveaux talents, puisque nous avons besoin de nouvelles compétences. Et Isor Bâtiment, quand j'entendais vos chiffres, j'étais envieuse. Je me disais, ça va être plus facile pour GRDF d'attirer les talents que pour nous. Pas forcément. Alors vous imaginez comme on galère pour avoir les compétences nécessaires. Et puis quand on parle de compétences, c'est-à-dire de quoi on parle? Bien entendu, on va avoir besoin de compétences numériques. Et là, on galère. Mais on a besoin d'autres types de compétences encore. Des compétences de gestion du changement, des compétences pour gérer les problèmes complexes, et des compétences pour produire du contenu. J'y reviendrai peut-être parce que nous avons aussi, nous produisons du contenu pour nos clients, des newsletters, etc. Mais nous produisons du contenu en formation en interne pour hausser les compétences. Donc vraiment, nous avons un besoin d'être attractifs. Alors comment faisons-nous? On travaille beaucoup les réseaux sociaux, on essaie d'avoir une visibilité, donc on est là aujourd'hui, on essaie de mettre en avant les points forts. Nous avons ces derniers temps plus de succès en recrutement grâce à ça. Nous allons aussi dans les écoles, voilà, avec des partenariats. Et à ce propos-là, moi je pense que dans les écoles, on devrait, alors j'en profite, une petite idée, on devrait instituer un stage PME obligatoire dans les cursus Bac+5. Donc que ce soit labellisé, parce que je vois beaucoup de personnes qui sont de profils intéressants, mais ils sont attirés, happés par les grands groupes. Et ce que je comprends bien sur un CV, c'est beaucoup plus attractif pour la suite. Mais si le stage PME, c'était un stage obligatoire et prévu dans le cursus, je pense qu'on aurait un peu plus de chance. Non pas que les stagiaires doivent tout faire dans nos entreprises, mais ils peuvent aussi impulser. Donc voilà pour les freins. Juste un autre frein, oui, tout simple, ce sont et que j'avais vraiment négligé au moment où on a préparé, ce sont les infrastructures. Aujourd'hui, la 4G, les zones blanches, la fibre, voilà ce qui nous bloque. Nous avons les idées, la vision, les compétences OEC et quelquefois on bloque tout simplement sur les tuyaux. Alors, quand je revois le titre, je me dis un chaos qui perturbe la production. Le chaos, c'est sans doute un peu fort, oui, mais c'est effectivement un autre des freins qui est observé, c'est qu'il y a une période de transition où la productivité est légèrement mise à mal. Alors, effectivement, il s'agit d'un changement, et d'un changement fort. Donc, on connaît tous la courbe dans un changement.
quand les changements sont multiples, comme le disait Pierre-Yves, eh bien, effectivement, on a un petit état dépressionnaire en termes de productivité. En tant que dirigeant, il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir aussi le communiquer aux collaborateurs. C'est peut-être, et là je fais amende honorable, quelque chose que nous n'avions pas assez communiqué aux collaborateurs. On était tellement dans l'ambition, la passion, qu'on n'était pas prévenus. Et je pense que là, dans la conduite du changement, il faut être précis. Il est normal qu'il y ait une petite baisse de productivité et qu'après, on rebondisse vers des usages et de la productivité accélérée. Alors, justement, quels sont aujourd'hui les résultats observés de cette transformation qui est toujours en cours d'ailleurs? La transformation est toujours en cours, puisque de toute façon, je pense que c'est quelque chose qui ne se terminera pas. On est dans un environnement qui est toujours sans cesse mouvant. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe une amélioration administrative. Je vous ai dit, aujourd'hui, on peut, notamment sur le processus facture, tout simplement, on a gagné 20%. Ça, c'est mesuré. On observe un marque employeur un peu plus sexy. Bon. Donc, pour nous, c'est très favorable, puisqu'on a des plans de recrutement, on a une activité qui augmente fortement. Le groupe fait plus 40% de chiffre d'affaires cette année, par exemple. Donc, on a une relation client qui est aussi différente au travers de ce que l'on peut mettre en œuvre par les newsletters et par les réseaux sociaux. On a une écoute, une présence. Et puis, je pense que quand on discute face à face avec les clients, ils sont plus en confiance avec une entreprise qui se prépare à demain. Donc, pour nous, c'est un avantage, au moins dans l'image. Ce que nous n'avons pas encore réussi à faire, parce que je pense qu'on est un peu en avance, c'est à transformer le BIM en quelque chose de collaboratif avec tous les acteurs. Peut-être, Pierre-Yves, justement, avez-vous un conseil ? En fait, j'avais envie de poser une question avant le conseil à Martine Larouet. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous disent allez-y, Isor Bâtiment, essuyez les plâtres, et puis nous, on suivra derrière si ça marche pour vous? Alors effectivement, j'entends beaucoup ça. Moi, je leur dis, il faut partir à point, lièvre et la tortue. C'est-à-dire que la transformation digitale, c'est un process long, c'est un process de transformation humaine, donc ça va demander du temps. Et plus on part tôt, plus on a des chances de moins subir ce chaos. Donc il faut partir maintenant, et il faut partir même si on est dans une zone d'incertitude. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à nous, dirigeants, c'est à prendre des décisions dans une zone d'incertitude plus grande que ça ne l'était dans les années auparavant. Pierre-Yves, peut-être un conseil pour les entreprises, plus ou moins petites ou grandes, qui souhaitent aujourd'hui se lancer dans cette transformation digitale. Plusieurs mots. D'abord, il y a une cohérence aussi sur le digital. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas Martine Larouet, on n'attendait pas à une conférence comme ça aujourd'hui, qu'elle nous parle des réseaux sociaux. Et quand je vous ai dit, bah, tiens, moi j'aurais envie de rebondir sur les réseaux sociaux, quand on avait préparé, on m'a dit, mais pour moi c'est un peu hors sujet. Mais non, moi je pense que c'est dans le sujet. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence complète. À partir du moment où l'entreprise elle est digital transformée, bah, le dirigeant il est impliqué, et vous avez plusieurs comptes Twitter, vous êtes très présent, et effectivement je pense que c'est comme ça aussi. L'avantage des réseaux sociaux, c'est que vous êtes à la fois l'émetteur et le producteur d'informations, et à un coût qui est quand même relativement accessible pour déjà émerger. Après, il faut remettre des moyens pour être très très fortement présent. Mais donc ça aussi c'est un message, c'est-à-dire que vous pouvez essayer de mettre du numérique dans le process, mais si vous n'êtes pas aussi présent en communication avec les bons outils, il y a un moment quelque chose qui peut décrocher. Donc ça c'est sous une forme de conseil. Après il y a la question de la productivité. Nous on pense que le digital, il ne vient pas dans les entreprises juste par plaisir. On amène le digital parce qu'on a un objectif. Et l'objectif, il est dans notre secteur où on a vu quand même des coûts, en tout cas des fonctionnalités demandées au bâtiment qui viennent s'additionner les unes aux autres, qu'à un moment, on a fait des calculs, je parlais du Grenelle de l'environnement, on est à plus 10 à plus 20% suivant les marchés de coûts de production. Il y a un moment, on voit bien, où, quand les budgets se restreignent, que ce coût de production ne peut pas être répercuté aux clients. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut pouvoir trouver une porte de sortie. Et le numérique, on ne se le dit pas forcément comme ça, mais c'est
aussi un point d'attache pour aller travailler la productivité. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas travailler la productivité tout seul dans notre secteur, c'est-à-dire qu'on doit la faire avec les autres, et donc raison de plus pour qu'on avance à plusieurs. Donc autre conseil, c'est laissez pas allez, excusez-moi du terme, il n'y a pas forcément de connotation politique, mais j'avais envie de le dire, laissez pas les premiers de cordée tout seuls devant, partir loin sur le numérique, et puis attendre qu'il soit arrivé dans le camp de base numéro 1 ou numéro 2. Il faut que ce soit ensemble. Et derrière le premier de cordée, il y a le groupe Eto. Pour ceux qui font un peu de vélo, le groupe Eto, c'est ceux qui sont derrière, qui ne sont pas loin de la voiture balai. Ceux-là, il faut être attentif, mais surtout, c'est le peloton qu'il faut regarder. En fait, il faut regarder comment le peloton avance. Et il faut que le peloton continue à avancer. Donc, en définitive, c'est ni le premier de cordée, ni le groupe Eto auquel il faut attacher de l'importance, mais c'est que le groupe en entier avance collectivement. Chez Isor, à mon avis, un des principaux freins, c'est qu'ils font de la 3D tout seuls, qu'ils donnent à leurs fournisseurs, à leurs clients, des plans PDF classiques. Il y a un moment, ça va coincer, quoi. Donc, pour que tout le monde en bénéficie, pour que cette vraie gain de productivité se fasse, il faut que tout le monde puisse le faire ensemble. Que tous les acteurs se mobilisent. Un dernier conseil avant les questions, ou nous passons... Il y a le lien entre transition digitale et transition environnementale. Martine l'a évoqué rapidement, mais en fait, pour arriver, et vous êtes des acteurs de l'énergie, pour arriver à faire la transition énergétique dans le bâtiment, il faut qu'on puisse amener ceux qui seront dans le bâtiment à pouvoir le piloter. On appelle ça le smart building. On met beaucoup de choses derrière, la smart city, le smart building, mais on voit bien, on met de l'intelligence dans le bâtiment, on met des systèmes embarqués, etc. Et on ne peut pas imaginer qu'une profession va créer un nouveau système de production d'énergie, de distribution d'énergie, de pilotage de l'énergie et de tout ce qui va avec, si elle-même, cette profession, n'est pas digital transformée. Et donc derrière le smart building, il y a le building smart, construire intelligemment. Les deux vont ensemble. On ne peut pas demain avoir des bâtiments intelligents et des professionnels qui vont continuer à construire comme ils le faisaient avant. Il y a en fait no choice. Les deux avancent ensemble. Merci. Est-ce que nous avons quelques questions via l'application ? Elles se voient où, les questions ? Elles sont posées en direct. Je vais vous les donner du coup. Donc moi, je vous inviterai ensuite à venir au poste atelier si vous voulez creuser un peu les questions parce que ça va être du coup un petit peu rapide. Vous l'évoquiez il y a quelques instants, notamment sur l'aspect fournisseur. Donc une question là-dessus. Comment vos fournisseurs interviennent-ils aujourd'hui ? Comment peuvent-ils vous aider dans cette démarche ? Donc c'est un fournisseur qui a dû poser la question. Sans doute. Numérique, oui. Je pense que c'est vos fournisseurs de manière générale dans votre activité. Alors, comment on intègre les fournisseurs dans la démarche? Exactement, c'est ce que alors, je à plusieurs niveaux. On intègre, alors dans le BIM, nous utilisons des objets BIM qui sont fabriqués par nos fournisseurs. Et d'ailleurs, nous avons un partenariat avec Etanco. Etanco est un fournisseur de fixation. Nous sommes allés vers eux. Nous souhaiterions que vous développiez, et on a contribué à faire en sorte qu'ils développent des objets BIM. Donc voilà un partenariat. Nous utilisons, donc ça n'a rien à voir, mais c'est aussi dans l'écosystème des fournisseurs, nous utilisons les réseaux sociaux pour sourcer nos fournisseurs. Donc, comme font d'ailleurs beaucoup d'entreprises maintenant, notamment en région parisienne, lorsque nous avons un chantier important, nous l'annonçons et nous recherchons telle et telle compétence et telle sous-traitance. Et ça fonctionne excellemment. On avait du mal à sourcer et aujourd'hui, c'est notre principale source de nouveaux fournisseurs. Les fournisseurs peuvent nous aider. Alors, numérique, oui, ils peuvent nous aider. Effectivement, je n'ai pas parlé beaucoup d'experts extérieurs parce que c'est un projet qu'on porte de l'intérieur. Nous avons de temps en temps besoin d'experts sur des points techniques. Il est possible qu'à mi-terme de notre projet, on doive se faire aider sur d'autres sujets comme les compétences, etc. Merci. Complète. Alors bien sûr, c'est le moment où
je ne vois plus les questions. Il y avait une question plutôt pour Novabuild, du coup, Monsieur Legrand, indiquer un peu comment vous pouvez aider aujourd'hui, comment vous accompagnez les entreprises, justement. Quelle est votre activité et votre rôle dans l'accompagnement des entreprises? Alors, la première étape, c'est la sensibilisation. En fait, la plupart des entreprises n'ont pas encore complètement intégré, elles ont toutes transformé, elles se sont déjà un peu transformées, mais elles n'ont pas intégré le mouvement. Donc, s'appuyer sur des exemples, faire du retour d'expérience, des visites de chantier, des visites de terrain, des réunions sous toutes les formes, ça c'est la première étape. Et puis, à partir du moment où l'entreprise nous dit là j'ai envie de faire quelque chose, c'est la mise en relation avec les bonnes personnes. Tout à l'heure je disais le lien avec les startups, on a tout un projet d'appui et de lien entre les entreprises et les startups, avec les labos, les centres de recherche, avec les fournisseurs de qualité, voilà, il y a deux points d'appui. Il y a la diffusion des bonnes pratiques et puis ensuite l'appui à l'innovation. C'est ce qui s'est passé dans votre projet. Vous avez travaillé ensemble sur cette construction, cette transformation? Nous sommes adhérents de Novabuild depuis longtemps, je ne saurais dire. Et effectivement, Novabuild est pour nous une source d'inspiration. Nous avons des projets d'innovation dont je n'ai pas parlé parce que je ne souhaitais pas que ce soit abordé à ce stade. Et sur ces projets-là, nous travaillons avec Novabuild. Oui. Merci. Une dernière question avant de passer au post-atelier, une question qui s'adressait sur cette fois cet aspect collaborateur, vous en avez un petit peu parlé. Comment se crée la solidarité? Est-ce qu'il y a de la solidarité entre les générations? Parce qu'on en parle beaucoup de ces fameuses générations X, Y, Z. Dans votre écosystème, dans votre entreprise, comment ça se passe aujourd'hui? Alors, je ne vais pas dire comment ça se passe en général. Je vais vous donner un exemple, je vais vous raconter une histoire. Donc, c'est l'histoire de Christophe et d'Ange. Ange, c'est le plus jeune. Donc, Ange a été recruté comme un compagnon par Christophe, qui est chef de chantier. Et c'est un chef de chantier qui n'a jamais pratiqué le numérique, c'était il y a 5 ans. Et Christophe a donné tout son savoir, un savoir d'isolation par l'extérieur, de bardage. C'est assez complexe, c'est un savoir qui allie la compréhension, le bon geste, etc. Au moment de la transformation digitale, au moment où on a dit à Christophe, tu vas avoir le BIM sur ton chantier à Angers, il s'est retourné vers Ange. Et là, les deux ont formé vraiment un binôme où il y a eu ce qu'on appelle maintenant le reverse mentoring, mais je l'ai vu. On ne l'a pas provoqué, ça s'est fait tout seul, alors que c'est encore plus efficace. Et il y a quelques mois, on a décidé de séparer le binôme, puisque notre Ange avait les capacités pour devenir chef d'équipe. Et il y a eu de la part de Christophe, il a 55 ans, il a eu un peu peur. Mais aujourd'hui, on utilise l'exemple de Christophe pour évangéliser les autres chefs de chantier. Et il y a 15 jours, un aréopage de chef d'entreprise est venu voir son chantier sur Laval. Et là, il a présenté comment il travaillait avec le BIM sur le chantier. Et je veux dire qu'on était, mon mari et moi, fiers de voir que ça avait fonctionné. Donc, oui, ça fonctionne. Ce n'est pas quelque chose que l'on a institué. Ça s'est fait de manière spontanée. Mais aujourd'hui, à la lumière de cet exemple, on peut former des binômes. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une bonne entente, il faut qu'il y ait un environnement autour. Mais oui, moi je pense que c'est un modèle qui fonctionne, par l'exemple. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir.